Bienvenue à la gare Penn de New York. Aujourd'hui, nous allons au Canada vers Toronto avec le feuille d'érable d'Amtrak. Notre voyage débute à la salle des trains Moynihan d'Amtrak, là où notre aventure sur le Lakeshore Limited s'est conclue. Je ne peux pas ne pas parler de la salle, parce que regardez-la, c'est incroyable. Bien couverte depuis plus de 2 ans, elle m'émerveille toujours lors de mes voyages à New York City. Moynihan couvre une superficie totale de 31 000 pieds carrés desservant les voies 5 à 16. Les principaux exploitants qui passent par la salle des trains sont Amtrak et le chemin de fer de Long Island. Bien que la plupart des trains LIRR circulent sur les voies 17 à 21 accessibles via le concours de l'Ouest. De l'autre côté de la salle se trouve notre premier arrêt ce matin, le salon métropolitain d'Amtrak. L'accès gratuit au salon du hall est réservé aux passagers en première classe ou en couchette du jour par l'entrée nord-est. L'accès est aussi accordé aux passagers Amtrak Select Plus ou Select Executive. Notre billet aujourd'hui est en classe affaires, qui ne qualifie pas pour l'entrée, donc j'utilise l'un de mes passes de salon pour entrer. En toute honnêteté, je n'envisagerai d'utiliser un pass de salon que lors de mes déplacements à New York, car aucun autre salon du réseau ne lui est comparable. Le salon ici à Moynihan est incroyable, avec de nombreux espaces pour se détendre ou travailler. C'est aussi extrêmement calme tôt le matin, ce qui est merveilleux. Amtrak offre un Wi-Fi gratuit et un centre d'affaires avec imprimante pour les passagers actifs professionnellement. J'ai choisi d'aller au salon aujourd'hui principalement pour le petit déjeuner gratuit. Le salon offre un bar complet avec diverses collations, boissons et repas plus consistants. Les options comprennent des salades, des sandwichs, des pâtisseries et d'autres collations à manger, plus une grande sélection de sodas, de cafés et de boissons alcoolisées, tous gratuits. Aujourd'hui, j'ai pris un croissant au jambon et au fromage, un au chocolat et un café infusé à froid pour le petit déjeuner. Un repas équivalent de l'un des stands de café en bas aurait coûté près de 15 $, mais pour nous, c'est totalement gratuit. Je conseille aussi de prendre des encas emballés dans le salon, car seules les boissons sont disponibles pendant le voyage d'aujourd'hui. Le feuille d'érable d'Amtrak est l'un des 3 services internationaux gérés par le fournisseur national de rail, avec l'Amtrak Cascades vers Vancouver et l'Adirondack vers Montréal. Pour les citoyens américains de plus de 16 ans, un passeport valide, une carte de passeport ou une carte Nexus est requis pour ce service international. Ces exigences ne concernent pas ceux hors des États-Unis, vérifiez donc ce qui est requis pour votre pays. Après notre savoureux petit déjeuner, l'appel d'embarquement pour le feuille d'érable est lancé. Comme pour la plupart de nos départs de New York, j'ai décidé d'embarquer via la concours West End. En attente sur la voie 6 se trouve le train 63, le feuille d'érable. La classe affaires du train d'aujourd'hui se situe dans la moitié arrière de la voiture café d'affaires. Malgré le nombre restreint de sièges, je les préfère aux voitures M-Fleet 1 classe affaires, offrant une vue plus panoramique. Ils offrent également une large gamme d'options, y compris une grande variété de fauteuils, et même des fauteuils encore plus confortables. Avant de partir de New York, examinons notre trajet vers le Canada. Le feuille d'érable d'Amtrak quitte New York et se dirige vers le nord le long de la vallée de la Hudson. Nous atteignons 110 en traversant Poughkeepsie et Hudson avant un arrêt prolongé à Albany. Notre train change de locomotive, puis se dirige vers l'ouest, faisant des arrêts à Syracuse, Rochester et Buffalo, avec notre dernier arrêt aux États-Unis, juste avant la rivière Niagara. Nous descendons du train pour la douane et la patrouille frontalière en direction du Canada. Une fois autorisés, nous reprenons notre voyage vers l'ouest à bord du train, désormais géré par le personnel de VIA. Les voies longent la côte sud du lac Ontario, traversent Hamilton, remontent la côte ouest du Grand Lac jusqu'à la gare Union de Toronto, terminus de feuille d'érable. Nous parcourons un total de 544 miles en route vers Toronto, avec un temps de voyage de 12 heures et 23 minutes. Après 7h15, notre train quitte la gare de Penn pour le Canada. Nous franchissons l'obscurité au nord de la 123e rue, le Henry Hudson Parkway, entre nous et les rives de la rivière Hudson. La rivière Hudson remplit la fenêtre en changeant de côté avec le parkway. C'est la 2e fois en un mois que nous traversons la vallée de la rivière Hudson. C'est notre première vision en plein jour, notre arrivée tardive sur le Lakeshore Limited ayant précédemment plongé le trajet dans l'obscurité.
En fait, c'est littéralement le lendemain de cette vidéo. Donc quand j'ai dit que nous reprenions là où nous nous étions arrêtés, je le pensais vraiment. Le premier point de repère vers le nord, émergeant du brouillard matinal, est le pont de Tappan Zee. J'ai vu vos commentaires, entendu vos protestations. Oui, je mentionnerai ce pont. Le pont Tappan Zee s'étend sur 3 miles entre New York et le New Jersey et culmine à 419 pieds au-dessus de l'eau. Bien qu'il soit composé de plusieurs petites travées, la travée centrale est de loin la plus longue avec 1200 pieds. Croton Harmon est notre premier arrêt intermédiaire en route vers Toronto. Croton Harmon est le terminus de l'électrification Metro-North au nord. Le dépôt ici est une installation majeure de service et de stockage pour la ligne Hudson et ses nombreux EMU, M3 et M7. En quittant Croton Harmon, regardons à l'intérieur pour admirer ces splendides sièges de classe affaires. Les voitures Business Café de la flotte M sur les itinéraires Amtrak du Nord-Est, contrairement à la plupart des classes affaires, sont configurées en 2 plus un offrant des sièges plus spacieux. Chaque siège offre un pied d'espace pour les jambes, avec suffisamment d'espace en dessous pour s'étirer. Le repose-pied de chaque siège se rabat en utilisant la pédale sur le côté. Malgré l'espace pour les jambes, les rangées sont toujours trop proches pour ma taille de 1,90 m. La poche au dos du siège est comme vous l'attendriez sur Amtrak et comprend la carte d'information de sécurité. Les plateaux dans le dos des sièges se déplacent loin pour couvrir l'espace plus grand entre les rangées. Deux lumières sont placées au-dessus de chaque rangée, avec 2 prises sous la fenêtre. Le revêtement de ces sièges est fantastique. Les grands fauteuils sont beaucoup plus larges que les sièges de classe affaires habituels et comprennent plus de rembourrage et des accoudoirs des 2 côtés du siège. Grâce à l'agencement 2 par 1, les sièges peuvent être plus espacés, avec un accoudoir central du côté apparié et 2 porte-gobelets pour une séparation nécessaire avec le voisin de siège. En atteignant sous le siège, nous pouvons lever le repose-jambes à cran. C'est un bel ajout, mais les sièges, même avec le repose-pied, sont trop étroits pour que le repose-jambes soit utile. En actionnant le levier inférieur à côté, le repose-jambes se replie sous le siège. Le levier supérieur permet d'incliner le dossier du siège de 25 à 30 degrés. La classe affaires, service premium fréquenté par des voyageurs d'affaires, est généralement bien plus tranquille que la classe économique, comme c'est le cas ici. Il y a une particularité concernant cette route et le coût du billet en classe affaires. Il est souvent possible de réserver un billet en classe affaires pour $1 de plus que la classe économique, selon le moment et la durée à l'avance. Notre billet était environ $30 plus cher que l'économique. Mais l'espace de siège, les sièges plus confortables et les boissons offertes justifient le prix. Alors que nous passons Point Jones et Île d'Iona, un train intermodal CSX apparaît sur la rive opposée. De Croton Harmon à Parc de l'Ouest, juste au nord de Poughkeepsie, la subdivision de la rivière CSX est parallèle au corridor Empire, nous offrant une course entre les passagers et les marchandises. Bien sûr, peu nous suffit pour gagner. Le train CSX disparaît derrière alors que nous avançons vers le nord. La moitié avant de notre voiture de classe affaires est le wagon café pour la feuille d'érable. Les menus café d'Amtrak offrent une diversité de collations, boissons et plats à l'achat à un prix abordable. Un grand avantage en classe affaires est les boissons offertes. J'ai donc pris un café infusé à froid et de l'eau à notre premier passage au bar. L'Académie militaire de West Point est perchée au-dessus de l'Hudson, près de la station Gérard. L'Académie est l'aînée des 5 académies militaires américaines et forme des cadets qui entrent dans l'armée américaine. Les collines s'élèvent à mesure que nous allons vers le nord, renforçant l'impression de vallée de la bien nommée vallée de la rivière Hudson.
Un des atouts du voyage en classe affaires pour un amateur de train est la magnifique vue depuis la fenêtre. Le dernier vestibule a été verrouillé pour l'instant, mais cela changera une fois que nous quitterons Albany. Le soleil perce enfin la couverture nuageuse basse, la lumière donnant vie à la rivière Hudson alors que nous passons sous le pont Kingston-Rincliffe. Notre train atteint le premier segment de classe 6 en approchant d'Albany. Les voies de classe 6 ont une vitesse maximale de 110 miles par heure, et notre ingénieur s'assure d'utiliser tout, sauf 1 mile par heure de cette limite. Notre bref passage à 110 km/h a atteint le modificateur de blocage de 11 degrés d'un homme. Ce conclut à notre arrivée à Albany. Albany est le premier arrêt pour fumer sur le feuille d'érable, et le point où nous changeons de locomotive. Jusqu'ici, c'est le P32 ACDM numéro 703 qui nous a menés. Le P32 est une locomotive bimode, qui peut être alimentée soit par son moteur diesel intégré, soit par le troisième rail du bogie arrière. L'énergie du troisième rail permet aux locomotives d'éviter l'usage du diesel dans les deux terminaux de New York. Une fois à Albany, les trains en continuation passant à un diesel P42DC pour le reste de leur voyage. Une autre addition exclusive à la P32 est la trappe d'évacuation dans le nez. La trappe offre aux ingénieurs une option d'évacuation alternative en cas d'incendie dans un tunnel. Cela leur permet de fuir par les voies devant si les sorties latérales sont obstruées par des flammes, de la fumée ou des contraintes physiques. Initialement, seuls les P32 de Metro North avaient une trappe d'évacuation, mais Amtrak a depuis rénové sa flotte. Le changement de locomotive a été réduit à une science. Le processus commence par la déconnexion des lignes entre la locomotive et les voitures. Après déconnexion, le 703 quitte la feuille d'érable, laissant notre train comme un tas de voitures abandonnées. Les lignes d'alimentation et de freinage ont été placées sous notre voiture de tête pour faciliter la connexion lorsque le P42 reculera. Peu après, le P42 numéro 92 quitte le dépôt et se dirige vers le train 63. Je ne m'en suis rendu compte qu'après, mais le 92 est la même locomotive qui a mené notre trajet sur le Lakeshore Limited la veille. Retour à la voiture de classe affaires avec une nouvelle locomotive connectée. Les portes se ferment et le train 63 quitte Albany. En quittant Albany, nous passons devant un dépôt de wagons privé. Les deux voitures Lee à l'avant sont la Pacific Union de l'Union Pacific et le Babbling Brook du Central de New York. Derrière cela, il y a deux dômes Vista du Pacific Nord avec le Chapel Hill de Chesapeake et Ohio à la fin. Les voitures Slee Pullman de la Pacific Union de l'Union Pacific et le Babbling Brook du Central de New York. Derrière cela, il y a deux dômes Vista du Pacific Nord avec le Chapel Hill de Chesapeake et Ohio à la fin. Les voies contournent l'installation d'Amtrak à Albany vers l'ouest et traversent la rivière Hudson par le pont Broadway. Les voitures Lee Pullman de l'Union Pacifique et le Babbling Brook du Central de New York. Derrière cela se trouvent deux dômes Vista du Pacifique Nord avec le Chapel Hill de Chesapeake et Ohio à la fin. Les voitures Lee Pullman de la Pacific Union de l'Union Pacifique et le Babbling Brook du Central de New York. Deux dômes Vista du Pacifique Nord et le Chapel Hill de Chesapeake et Ohio se trouvent derrière.
La vitesse de la piste atteint à nouveau 110 miles par heure entre Albany et Schenectady, bien que cette fois, nous ayons droit à une vue bien plus agréable, car nous avons enfin accès au vestibule arrière. Le corridor Empire d'Amtrak est l'une des rares lignes aux États-Unis à atteindre 110 miles par heure. D'autres services atteignant régulièrement des vitesses à 3 chiffres incluent le Wolverine, le corridor Keystone, la ligne Hartford et, récemment, les trains sur la ligne à grande vitesse de Chicago à Saint-Louis, en plus du corridor du Nord-Est. Notre train ralentit pour un bref arrêt à Schenectady, avant de reprendre sa vitesse à 110 miles par heure le long du canal Erie et de la rivière Mohawk. Si vous aimez notre trajet sur le feuille d'érable, pourquoi ne pas vous abonner? C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Je tiens aussi à exprimer ma grande reconnaissance et remercier mes mécènes et abonnés de ma chaîne. Vous êtes tous incroyables et je ne peux pas assez vous remercier pour votre incroyable soutien. Pour voir votre nom dans la vidéo ou soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description ci-dessous. Les vitesses diminuent, tandis que nous avançons vers l'ouest. Le canal Erie nous accompagnant jusqu'à Utica. En ralentissant pour Syracuse, nous avons dépassé le Lakeshore Limited vers l'est. Dans une occurrence rare, une voiture de classe affaires a été ajoutée à l'arrière des couchettes. Et plus rare encore, tout le train de service Empire était accouplé à l'extrémité du wagon à bagages. Notre deuxième arrêt, Syracuse, est à la cathédrale St. Notre arrêt ici a duré un peu plus longtemps que prévu, alors que nous attendons que les trains de marchandises dégagent les voies devant. En quittant Syracuse, j'ai pensé qu'il était temps pour le déjeuner. J'ai opté pour un sandwich Caprese, une bouteille de Body Armor et de l'eau gazeuse pour le déjeuner aujourd'hui. Le sandwich, bien qu'un peu trop riche en pain, était savoureux et rassasiant pour 7,75 $. Le premier signe de voyage international nous est remis lorsque nous quittons Syracuse, notre carte de déclaration en douane. Tous les passagers doivent remplir cette carte avant d'arriver au poste frontalier de Chutes du Niagara pour entrer au Canada. Internet était fourni gratuitement à tous les passagers à bord. La connexion est simple, avec des vitesses correctes, en moyenne 3,89 mégabits par seconde sur cet itinéraire. Après 79 miles et 70 minutes, le train 63 atteint Rochester. Bien que Rochester soit la troisième plus grande ville de New York, notre arrêt n'est pas une simple pause. Malgré un peu de circulation, la pause vaut le coup. Naturellement, un voyage en Amtrak implique toujours un certain retard. Le conducteur annonce que la voie devant nous est réduite à cause de travaux. Donc nous devons attendre pour laisser passer les trains de marchandises. Malheureusement, le retard n'est que d'environ 25 minutes, notre train dégageant le point de congestion avant nos arrêts à Buffalo. La deuxième gare, station de la rue de l'Échange, plus accessible et proche du centre-ville, est notre pénultième arrêt aux États-Unis. Elle est située près de la station Port du Canal Erie du métro léger de Buffalo. Quelques passagers montent à bord et nous continuons en direction du Canada.
Au départ de Buffalo, les voies s'arrêtent à la rivière Niagara, frontière canadienne. À un peu moins d'un demi-mile de distance, il est tout à fait possible de faire signe à quelqu'un sur le sol international, bien que nous devions attendre une autre heure avant de quitter les États-Unis. Chute du Niagara, New York, est notre dernier arrêt aux États-Unis. L'équipage a indiqué que c'était notre dernier arrêt aux États-Unis avant de traverser vers le Canada via le Centre mondial du commerce. Le pont est situé sur le pont Whirlpool. Pour un instant, nous avons une vue parfaite des chutes américaines et de Niagara. La brume nous empêche malheureusement de voir les chutes du Niagara, mais on aperçoit l'eau tomber de sa petite sœur. Le pont qui traverse vers le Canada est spectaculaire. Depuis le pont supérieur, nous admirons les eaux turquoises de la rivière Niagara, 238 pieds plus bas. Le pont Whirlpool sert également de passage routier, 2 voies de circulation sur le pont inférieur. Le pont devant nous est l'ancien pont ferroviaire désaffecté du Michigan Central. Construit en 1925, le pont de 250 pieds a accueilli les trains du Canadien Pacifique, du New York Central, du Penn Central et de Conrail. Le pont a été abandonné en 2001 car les trains traversant le quartier touristique de Chute du Niagara étaient considérés comme une nuisance et un problème de sécurité. En partant, nous atteignons notre première escale au Canada. Premier arrêt au Canada à la gare Via Rail de Chute du Niagara. Nous devons quitter le train à Chute du Niagara pour l'inspection des douanes et de la patrouille frontalière avant d'entrer au Canada, par respect et souci de sécurité. Je n'ai pas filmé les procédures douanières, mais je vais décrire ce qui s'est passé à l'intérieur. Après notre arrêt au Canada, un agent de la patrouille frontalière a demandé aux passagers de la classe affaires de quitter le train avec leurs affaires. Ensuite, on nous a guidés à l'intérieur pour déposer nos sacs sur un mur, en nous tenant debout contre un autre. Un chien renifleur est ensuite passé pour vérifier la présence de substances illégales. Après que le chien ait fini, nous avons pris nos sacs et nous sommes allés au poste frontalier pour scanner notre passeport et notre déclaration. Après autorisation, on nous a demandé de quitter le bâtiment puis de revenir à l'entrée pour rejoindre la salle d'attente de la gare où nous attendrions le départ du train. Le processus était simple. Le personnel aidait à comprendre où aller et quoi faire en tout temps. Si vous utilisez un service international d'Amtrak, en l'occurrence le train Amtrak, si vous êtes préoccupé par le processus de la patrouille des frontières, voici la vidéo guide officielle d'Amtrak ci-dessous pour plus de détails. Nous avons une attente plus longue ici, car il reste encore 4 autocars de passagers à dégager, donc avant de rentrer dans la gare, nous pouvons faire une promenade à l'avant pour avoir une bonne vue sur notre train Amtrak sur un sol étranger. Notre superbe locomotive P42DC numéro 92 est devant nous. Après tout ce qui a été dit et fait aujourd'hui, la locomotive 92 nous aura emmenés sur 1221 miles au cours des 3 derniers jours, un voyage qui a commencé à Chicago et se termine à Toronto. Il est notable à quel point les voies sont envahies par la végétation. Malgré une utilisation quotidienne, les mauvaises herbes ont été laissées à pousser au-dessus des voies de cette station. Je ne suis pas sûr pourquoi VIA laisserait ces voies se devenir ainsi, peut-être parce qu'elles ne sont pas utilisées par de vrais trains VIA. Leur entretien est moins strict que dans d'autres stations. Incertain du temps restant à Chute du Niagara et ne voulant pas rater notre train, il est l'heure de se rendre à la gare de Via Rail de Chute du Niagara. Après 20 minutes d'attente, l'embarquement reprend pour le train Amtrak, 63 désormais, Via Rail, 98. En attrapant un siège du côté opposé d'où nous étions, notre train quitte Chute du Niagara, commençant nos premiers kilomètres sur le sol canadien. À Chute du Niagara, le train passe des mains d'Amtrak à VIA, et avec ce changement viennent le personnel de VIA et les pratiques de VIA. C'est notre premier voyage en train VIA, principalement consacré au briefing de sécurité pour certains passagers. Un membre du personnel m'a informé dans notre voiture sur la porte de sécurité arrière. Jamais de ma vie on ne m'a donné de briefing de sécurité dans un train, donc que cela se produise lors de mon premier train au Canada était un peu étrange. En partant de Sainte-Catherine, nous accélérons vers Toronto. Les pistes envahies par la flore à Chute du Niagara sont remplacées par des pistes soignées en allant vers l'ouest. En un salut de bienvenue au Canada, un immense drapeau canadien apparaît au-dessus des arbres, la feuille d'érable flottant élégamment dans le vent. Le lac Ontario fait une brève apparition au loin alors que nous traversons le pont ferroviaire de la station Jordan.
Le port de Hamilton est un site beaucoup plus présent alors que nous contournons les voies courbes entre les rives sud et ouest du lac Ontario. Les voies de chutes du Niagara à Toronto sont partagées avec les trains de banlieue de GO Transit, bien que vous ne le penseriez pas, étant donné qu'il faut attendre la station Aldershot pour en voir un. GO Transit est le fournisseur de trains de banlieue de Toronto, et nous explorerons cela dans une future vidéo. Le voyage vers le nord est ordinaire jusqu'à l'arrivée à l'installation de Via Rail à Toronto. L'installation partagée de Via et GO Transit abrite de nombreux matériels roulants passés et actuels, y compris l'un des derniers exemples de locomotives République populaire de Chine. Il y a aussi quelques vieux wagons-lits, quelques voitures diesel Bud Rail à la retraite, et beaucoup de voitures de corridor République populaire de Chine et HP2. Approcher de la cour de Toronto indique que nous sommes près de la gare Union de Toronto. Quelques minutes plus tard, la skyline de Toronto émerge au-dessus des arbres. Notre train se dirige vers la tranchée ferroviaire au sud-ouest du centre-ville, passant la Tour nationale du Canada avant de s'arrêter à la gare Union de Toronto. Depuis le campus, on dirait que notre conversation touche à sa fin. Maintenant que nous sommes dans le couloir communautaire, il ne reste que quelques jours. Bilan des retards de Via. En rassemblant nos affaires, nous pouvons progresser vers les quais de Toronto. Avec un dernier regard sur notre train américain sur le sol canadien, nous pouvons descendre dans la gare où nous allons conclure la vidéo d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous serons à 8000 miles de distance sur l'île de République Unie de Tanzanie en République Unie de Tanzanie pour voler avec Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vers Amsterdam, à bord d'un des Boeing 777-200 de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Si vous êtes nouveau ici, j'apprécierais vraiment que vous appuyiez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. C'est gratuit et vraiment utile. Si vous voulez aller plus loin dans votre soutien, n'hésitez pas à consulter le Patreon de la chaîne ou à devenir membre de la chaîne. Pour voir votre nom dans la vidéo, accéder à des contenus hebdomadaires exclusifs et voter pour les prochaines vidéos, cliquez sur les liens en haut à droite ou dans la description ci-dessous. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné. À la prochaine. Au revoir.